Bienvenue dans le débat sur France 24. Le sommet européen des 27 dirigeants a démarré à Bruxelles jusqu'à demain vendredi. La question de la Russie est à l'honneur. Quelles sont les intentions de Vladimir Poutine en Ukraine? La Russie déploie des troupes le long de la frontière de son voisin. Poutine a organisé un sommet avec Xi Jinping, le président chinois. Hier, il a affiché un front commun contre les Occidentaux. Les deux chefs d'État se verront d'ailleurs bien aux Jeux Olympiques de Pékin. Le même jour, la fille de l'opposant Alexeï Navalny a reçu le prix Sakharov pour son père, emprisonné en Russie. Elle a appelé l'Union européenne à affronter Poutine. Les Européens examinent de possibles sanctions économiques contre la Russie si elle agressait l'Ukraine. L'OTAN, de son côté, a opposé ce matin une fin de non-recevoir à Moscou qui avait exigé que l'Alliance atlantique renonce à l'adhésion de l'Ukraine. Alors comment Vladimir Poutine est-il devenu la préoccupation majeure des Européens? Que veut finalement le président russe en Ukraine? Quelle est la réponse de l'Union européenne? Est-elle ferme? Et quelle est la stratégie des Occidentaux face à Poutine? On en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Sandro Gossi. Bonsoir, vous êtes eurodéputé du groupe Renew. Bienvenue à vous. Merci. Frédéric Ponce, bonsoir. Merci également d'être avec nous. Journaliste et écrivain, auteur de Poutine, et c'est chez Calman Lévy. Par Skype, nous avons avec nous Bruno Tertrais. Bonsoir, directeur adjoint de la FRS, Fondation pour la recherche stratégique. Bienvenue à vous dans l'émission. Bonsoir. Et puis également, autre Skype, Sabine Dulin est avec nous. Bonsoir, professeur à Sciences Po, spécialiste de la Russie, auteur de L'ironie du destin, une histoire des Russes et de leur empire. Et c'est aux éditions Payot. Bienvenue à vous également. Avant de démarrer ce débat, on va écouter la fille d'Alexeï Navalny, justement le principal opposant de Poutine, vous le savez. Elle est allée recevoir pour lui le prix Sakharov. C'était hier, c'était au Parlement européen à Strasbourg. Et elle appelle, vous allez le voir, l'Union européenne à affronter Poutine. Je ne comprends pas pourquoi ceux qui prônent des relations pragmatiques avec les dictateurs ne peuvent pas simplement ouvrir des livres d'histoire. Il est très facile de comprendre cette loi politique inéluctable. La pacification des dictateurs et des tyrans ne fonctionne jamais. Et nous ne voulons pas d'une Europe de chanceliers et de ministres qui ne rêvent que d'obtenir un poste au conseil d'administration des entreprises publiques de Poutine ou bien de naviguer sur les yachts des oligarques. Bruno Tertrais, pour cadrer le débat, comment Vladimir Poutine est-il devenu la préoccupation majeure des Européens? Est-ce que c'est parce qu'il masse effectivement des troupes à la frontière de l'Ukraine? La politique de Vladimir Poutine est depuis longtemps une préoccupation majeure pour une grande partie de l'Europe, celle qui est située notamment en Europe, dans la partie centrale et orientale du continent. Mais c'est vrai que ces derniers mois, on a assisté à deux événements qui ont considérablement accru la tension pour la Russie. D'abord, la crise des migrants qui n'était pas directement lié à la Russie, mais qu'il était très fortement dans la mesure où M. Loukachenko est l'obligé de Vladimir Poutine. Et donc, on peut penser, il est raisonnable de penser que la manière dont M. Loukachenko a instrumentalisé les migrants à la frontière avec la Pologne s'est faite à l'évidence avec au moins l'accord tacite du Kremlin. La deuxième raison, c'est bien entendu ce que vous venez de dire. On a aujourd'hui aux frontières de l'Ukraine une masse de soldats et d'équipements lourds que l'on n'a pas vu depuis très 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 longtemps. Il y a plus de 120 000 hommes probablement et surtout des équipements lourds. On ne fait pas ça juste pour quelques manœuvres. Donc c'est quelque chose de sérieux et donc je crois que l'Europe a évidemment raison d'accorder toute l'attention qu'elle mérite à cette crise aux frontières de l'Ukraine, car l'Ukraine c'est notre voisinage et la Russie est aussi notre voisine. Sandro Gossi, alors vous qui êtes justement un député européen, l'Ukraine est au centre des discussions aujourd'hui à Bruxelles et vous avez tweeté, Sandro Gossi, que la Russie avait une stratégie de déstabilisation en Europe qui passe par la Biélorussie, l'Ukraine et la Bosnie-Herzégovine. Il faut que l'Europe se dote d'un instrument de défense et de sécurité. L'ennemi, c'est donc la Russie? Ce n'est pas l'ennemi, mais c'est un acteur qui est en train de mener une stratégie de déstabilisation de l'Europe. Et comment? Et moi, je vois un fil rouge entre ce qui se passe en Biélorussie, je ne vais pas répéter ce que Bruno Tertrais a dit parce que je partage, ce qui se passe en Ukraine, où selon les informations américaines, ils vont monter à 175 000. Bientôt les militaires russes à la frontière avec l'Ukraine, ce qui se passe en Bosnie-Herzégovine, parce qu'avec les soutiens au nationaliste Milorad Dodik, qui est le président de la partie serbe de la Republika Srpska de la Bosnie-Herzégovine, là aussi,
dans une région dans laquelle on a des intérêts vitaux en tant qu'Européens, on est en train de déstabiliser. Donc, il faut être ferme. Il faut être ferme. C'est ce que vous dites. L'Europe doit affronter effectivement la Russie, comme le suggère Daria Navalnaya. Il doit affronter la Russie. Je suis d'accord aussi que si on évitait de faire la course au conseil d'administration après concert du gouvernement, les gouvernements européens, ce serait pas mal, comme elle a dit. Mais il faut faire ce que les leaders européens sont en train de faire à Bruxelles. Il faut souligner que les coûts ce sera très élevé, trop élevé pour Poutine si il continue de mener cette stratégie. Il faut être ferme et il faut être uni en tant qu'Européens. Donc sanctions plutôt, c'est ça que ça veut dire, la fermeté, ou juste menace de sanctions? Les leaders sont en train de discuter exactement toute une palette de mesures, mais il faut être très crédible du moment où on dit on est prêt à réagir. Et il y a des lignes rouges qu'on ne peut plus franchir. Et la ligne rouge, ça serait on n'entre pas avec les troupes en Ukraine, c'est ça la ligne rouge? Moi, je crois qu'il faut faire comprendre à Poutine que dans notre Europe, si un État, un peuple décide d'avoir des liens forts avec l'Union européenne, ce n'est pas Poutine de décider. Les Ukrainiens ne doivent pas demander la permission à Poutine pour décider de leur avenir. C'est ça que Poutine, je crois, n'arrive pas à accepter parce qu'il est encore dans une logique impériale que nous ne pouvons pas accepter. Frédéric Pons, le président français, en tout cas Emmanuel Macron, et le chancelier allemand Olaf Scholz ce matin se sont réunis avant justement ce sommet européen. Ils ont vu le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour caler une sorte de position commune. Ils parlent de travailler ensemble avec un réengagement dans les négociations en format Normandie. Donc là, on est plus dans le dialogue. Il faut effectivement remettre en vigueur ce dialogue Normandie. Oui, moi je crois qu'il faut discuter avec Vladimir Poutine, avec la Russie. Il faut se garder de ces réflexes pavloviens qui font de Vladimir Poutine le responsable de tous les maux de l'Europe. Il faut faire attention à Gauzy, Attendez, je termine. Il faut faire... Sandro Gauzy et Bruno Tertrais sont des représentants de cette école qui voudrait affronter Poutine systématiquement et qui sont en fait les relais complaisants de la propagande américaine. Les Américains ont des objectifs très précis en Ukraine qui vont contre les intérêts russes et qui ne sont pas forcément les intérêts de l'Europe. Les Américains veulent transformer l'Ukraine, comme avant ils ont essayé de le faire avec la Géorgie, en État de l'OTAN pour transformer l'Ukraine en porte-avions dirigé vers la Russie. Alors, ça se fera peut-être pas, ça a peut-être déjà commencé, mais les Américains ont clairement dit qu'ils voulaient faire de l'Ukraine un nouvel État de l'OTAN. Évidemment, pour la Russie, c'est un casus belli, surtout que les Américains, dans les années 90, avaient promis à la Russie post-soviétique que jamais l'OTAN n'irait jusqu'aux frontières de la Russie. Eh ben, ils ont marché sur leur engagement des années 90. Vous pouvez peut-être répondre, Sandro Gauzy, donc ça serait une sorte de manipulation des Américains. Non, mais je crois sincèrement que les Russes, Vladimir Poutine, n'ont pas intérêt à envahir l'Ukraine, pas du tout. Il y a des grandes manœuvres, il y a de la gesticulation militaire de part et d'autre. N'oubliez pas que les Américains aussi en rajoutent un peu. Et on a l'impression que chacun, Américains et Russes, ont intérêt à faire monter un peu la pression pour leurs intérêts nationaux, pour rassurer l'Ukraine du côté américain et pour conforter l'opinion publique en Russie contre le méchant ogre américain qui est en train d'encercler la Russie. Mais alors on va écouter justement. Allez-y, répondez rapidement. D'abord, moi, je suis le porte-parole de l'État de droit, des valeurs démocratiques, de ce que nous portons en tant que Parlement européen et de l'Union européenne. Je ne dis pas qu'il faut absolument avoir un conflit avec Poutine, il faut se faire respecter et respecter nos valeurs. Et jusqu'à maintenant, les Européens, avec leur division, ont permis à Poutine de mener un projet de déstabilisation. L'élargissement de l'OTAN, vous savez bien, n'est pas à l'ordre du jour. Et il ne faut pas invoquer ça pour justifier. N'est pas à l'ordre du jour. Vous savez bien qu'il y a plusieurs pays européens qui sont très réticents là-dessus. Et Poutine ne doit pas utiliser ça, cette promesse peut-être vague, orale ou écrite des années 90 pour mener une stratégie qui est inacceptable pour les Européens. Les Américains sont en train de transformer l'Ukraine, les pays baltes et la Pologne en arsenal militaire. Le nombre d'armes américaines qui sont en ce moment vendues ou données aux Ukrainiens, aux pays baltes et à la Pologne, c'est une réalité. Est-ce que c'est l'intérêt de l'Europe de surarmer l'Est? Bien sûr. Bruno Tertrais, est-ce que c'est vrai effectivement que l'Amérique arme finalement ces différents pays? Oui, je voudrais revenir sur deux points.
Alors, je ne savais pas que vous aviez décidé d'inviter un petit télégraphiste du Kremlin sur votre plateau, mais je voudrais d'abord être très clair. On ne va pas s'insulter. Non, on va arrêter tout de suite. Non, mais alors Bruno Tertrais, il faut comprendre. Mais Bruno Tertrais, vous ne pouvez pas dire une chose comme ça. Vous avez. Laissez-le parler. Bruno Tertrais, je vous réponds juste après. Bruno Tertrais, laissez-le parler, s'il vous plaît. J'aimerais que vous soyez courtois, monsieur Tertrais. Restez courtois. Allez-y. La parole. Si on continue à faire des accusations diffamatoires sur ce plateau, ça va être le procès immédiat. Ça, mais faites-le, là, ce que vous venez de dire laissez-le parler, s'il vous plaît. Est inutile et complètement laissez-le parler, s'il vous plaît, Frédéric Pons. Le récit qui a été porté par l'un de vos invités à l'instant est un récit totalement faux. La vérité, c'est que l'élargissement de l'OTAN, ça a été une question que M. Poutine a décidé de porter sur la place publique, simplement à partir du raidissement russe des années 2011, 2012, 2013. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que contrairement à la Russie, il y a eu des engagements unilatéraux qui ont été faits par l'Alliance Atlantique, qui ont été tenus, à savoir qu'aucune force de combat substantielle ne serait déployée sur les territoires des nouveaux membres de l'Europe centrale et orientale. Ça a été fait, ça a été tenu. Alors franchement, le langage qui consiste à dire tout est de la faute des Américains, les Américains. C'est grotesque. Et parler avec la Russie, mais il faut le faire. Et d'ailleurs, on le fait tous les jours. Donc, je ne comprends pas le discours qui est tenu sur votre plateau, qui est un discours qui ne correspond à aucune réalité diplomatique, à aucune réalité stratégique et à aucune réalité militaire. Alors, on va écouter, pardonnez-moi, on va écouter pour avancer, s'il vous plaît. Attendez, une réalité militaire, c'est tangible et que l'on voit en ce moment, c'est qu'il y a des forces de l'OTAN, et notamment françaises, qui sont stationnés dans les pays baltes et qui manœuvrent dans les pays baltes. C'est pas un mythe. Alors, on va écouter le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ensuite, je ferai réagir Sabine Dulin. L'Ukraine est prête à toute forme de négociation avec la Fédération de Russie pour résoudre ce processus. Nous en parlons ouvertement et ce n'est pas la première fois. Nous avons besoin de la même volonté de la part de la Fédération de Russie pour arrêter la guerre. Sabine Dulin, je voudrais que vous interveniez. Il est prêt à voir Poutine, donc Volodymyr Zelensky, mais manifestement le président russe ne veut pas le voir. Pourquoi ? Il ne veut traiter qu'avec Washington sur cette question de la sécurité dans la région. Je voudrais peut-être prendre un peu de distance par rapport effectivement au débat qui a commencé sur le plateau, parce que je pense qu'il y a des éléments évidemment importants de part et d'autre, au-delà effectivement des gesticulations. Alors la première chose, c'est que effectivement Poutine est quelqu'un, et ça a déjà existé dans le passé, qui négocie par la crise. Donc il installe une crise. Donc on peut, même si bien sûr il y a une certaine opacité actuelle dans les calculs de Moscou et la manière dont Poutine réagit, on peut supposer quand même que Poutine n'a pas décidé d'envahir l'Ukraine et que en revanche sa démonstration de force à la frontière de l'Ukraine a un but. Quel est ce but alors ? Renouer une négociation et obtenir effectivement quelque chose qui relève vraiment quelque chose qui revient régulièrement en Russie, c'est cette histoire de l'élargissement de l'OTAN. Bien sûr, je suis d'accord, c'est pas du tout à l'heure actuelle le sujet pour les Européens. Et d'ailleurs, on pourrait dire d'une certaine manière que les Européens ne s'occupent guère de l'Ukraine sur le fond. Les Ukrainiens sont peut-être les plus européens de nous tous. Eux, ils rêvent d'Europe, mais on ne peut pas dire que l'Europe a véritablement été un vrai soutien pour les Ukrainiens. Donc il y a de la gesticulation quand même des deux côtés. Sur le fond, la ligne rouge que Poutine voudrait réussir à garantir, voudrait obtenir une garantie de la part des Occidentaux, c'est le non-élargissement de l'OTAN. Alors, il faut quand même rappeler que si Poutine agit dans cette direction, c'est bien parce qu'on a 30 ans, ça fait 30 ans que l'URSS s'est effondrée, et il y a chez Poutine la volonté, surtout quand il commence à baisser dans les sondages, il y a une volonté de renforcer le côté patriotique de sa politique, le côté affirmation de la puissance régionale russe, et de ce fait, incontestablement, l'humiliation vécue à l'époque de la grande victoire américaine dans les années 90, l'idée qu'on était dans la fin de l'histoire, que
le système à la fois capitaliste et libéral et démocratique l'avait emporté une fois pour toutes. Ça, c'était la happy end de la guerre froide. Mais hélas, 30 ans après, on s'aperçoit que cette happy end, c'est pas le seul résultat, et que derrière cela, il y a une immense humiliation qui est bien sûr instrumentalisée par des gens comme Poutine, une humiliation parce qu'on était une grande puissance en Union soviétique, et que d'un coup, on était devenu une sorte de pays qui mendiait pour avoir des programmes d'aide auprès du FMI et de la Banque mondiale. Revanche, c'est un peu ce dont vous parlez, Sabine Dulin. Justement, on va regarder ces images, parce qu'on les a, ces images de Gorbatchev. C'était le 25 décembre 1991, donc il y a pratiquement 30 ans, vous le disiez, c'est la chute de l'Union soviétique. Et on écoute justement Mikhail Gorbatchev pour bien comprendre la position justement de Vladimir Poutine 30 ans après. В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Bruno Tertrais, est-ce que vous êtes d'accord avec Sabine Dulin justement quand elle parle de revanche de Vladimir Poutine ? Oui, ça me paraît tout à fait juste. Je partage tout à fait ce qui a été dit par Sabine Dulin, notamment sur le contexte historique. Et c'est vrai qu'il y a un désir de revanche. C'est vrai que le sentiment d'humiliation, il peut exister. Ça ne veut pas dire que c'est nous, les Occidentaux, qui en sommes responsables. Encore une fois, il faut le redire. Cette légende comme quoi les Occidentaux auraient promis de ne pas élargir l'OTAN après la guerre froide, non seulement elle est fausse, mais en plus, elle est contredite par les documents que la Russie elle-même a signés depuis 1975, qu'elle a signés en 1991. Oui. Donc en fait, pardonnez-moi pour qu'on comprenne bien, parce qu'il y a tout de même tout un débat autour justement des engagements de l'OTAN à l'égard de la Russie ou pas, Bruno Tertrais. Il y avait, moi, d'après ce que j'ai lu, effectivement, en 2018, par exemple, l'OTAN reconnaît la vocation de la Géorgie et de l'Ukraine d'appartenir un jour à l'organisation. Donc est-ce que ça, c'était un engagement de l'OTAN plus tardif en 2018 ? Et est-ce qu'il y a eu une promesse, effectivement, de la part donc, des pays de l'Alliance Atlantique à ce moment-là, d'ailleurs, il y a 30 ans, au moment où le pacte de Varsovie était en train d'exploser? Premièrement, c'est totalement faux et je peux le démontrer facilement. D'ailleurs, il n'y a que la Russie et quelques ignares qui y croient encore. Deuxièmement, en 2008... De quoi ? Qu'il y avait des engagements à l'époque Le seul engagement qui a été pris et qui a été tenu d'ailleurs, c'était de ne pas, parce que l'OTAN ne se déploie pas en Allemagne de l'Est, ce qui est très différent. Il faut quand même rappeler aussi que la Russie a accepté le principe que chaque pays est souverain. On aime bien la souveraineté en France, en Europe, en Ukraine et ailleurs aussi. Chaque pays est souverain et est responsable de ses propres choix, s'agissant des alliances auxquelles il veut ou ne veut pas appartenir. Troisièmement, c'est en 2018, c'est dès 2008 en fait que l'Alliance a proposé à l'Ukraine et à la Géorgie de devenir membres. Pour l'instant, ils ne le sont pas. Je pense que cette décision était en fait très critiquable parce qu'on a voulu ménager la chèvre et le chou. Mais donc il y a bien eu décision, pardonnez-moi, il y a bien eu une décision de l'OTAN d'ouvrir. Il y a eu décision d'ouvrir, absolument, tout à fait. Ils ne sont pas membres. Simplement, la décision de principe a été prise que si ces pays le souhaitent, ils peuvent tous les deux devenir membres. Je pense que c'était une décision critiquable parce qu'on a voulu faire un petit peu un compromis bancal entre, on les a pas acceptés, mais on a dit ils seront membres un jour. Je pense que c'était une mauvaise idée et qu'une partie des problèmes que nous avons aujourd'hui avec la Russie sur l'Ukraine vient de cette promesse. Enfin, le problème ne vient pas de l'OTAN, elle vient des 120 000 hommes massés aux frontières de l'Ukraine, de l'intervention russe depuis 2014, de l'annexion illégale de la Crimée, etc. Donc, il faut quand même revenir sur les principaux deux problèmes. Frédéric Pons. Non, mais c'est très bien, mais je constate que Bruno Tertrais, après un long tour, vient de finalement confirmer ce que j'ai dit, c'est que l'Amérique avait promis à l'OTAN, à l'Ukraine et à la Géorgie de les intégrer dans l'OTAN. C'est pas exactement ce qu'il a dit. Alors que tous les pays de l'OTAN ne sont pas d'accord. C'est un autre dossier. Dire que la situation actuelle est de la responsabilité de la Russie, oui, en partie, mais pas seulement. Il y a une responsabilité, je pense, aussi de l'Amérique qui a beaucoup promis à l'Ukraine. Joe Biden avait qu'est-ce qu'elle a promis à l'Ukraine, pardonnez-moi, avait promis beaucoup d'aide, un soutien militaire, l'intégration dans l'OTAN. Autant que cela, au moment de la révolte de Maïdan. Mais c'est même depuis un an. Ça ne se fait pas. Et donc les Ukrainiens sont assez mécontents et font monter la pression et ont même envisagé, dit-on, de monter une opération militaire contre le Donbass, ces zones occupées par les pro-russes et aidées par la Russie. Et donc, cette gesticulation militaire de la Russie, qui est réelle, encore une fois, était aussi une dissuasion
à l'égard de l'Ukraine et une dissuasion à l'égard des États-Unis. Mais vous savez, Poutine n'a aucun intérêt à envahir l'Ukraine. Son intérêt, c'est d'empêcher l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN en entretenant un brasier comme ça, un pourrissement de la situation. C'est tout ce qu'il veut. Sandro Gozi, Olaf Scholz, on a vu le nouveau chancelier allemand ce matin, tout nouveau, avec Emmanuel Macron et également le président ukrainien. Est-ce qu'il est plus dur avec la Russie? Parce que manifestement, cette coalition a l'air de vouloir être plus dure à l'égard de la Russie, même si effectivement là, les grands pays, entre guillemets, veulent plutôt dialoguer, alors que les petits pays, un certain nombre de petits pays d'Europe centrale, eux, au contraire, sont pour plus de fermeté. Les Européens sont divisés face à la Russie. En ce moment, les Européens sont en train de se rapprocher. Et c'est d'ailleurs la bonne nouvelle de cette semaine en tant qu'Union européenne, que soit au Parlement européen, même si notre influence sur la question est secondaire en tant que Parlement européen, soit, et aussi, mais surtout au niveau des conseils européens, des chefs d'État et de gouvernement, l'effort de développer une stratégie de dissuasion commune est réel. Il est trop tôt pour moi de dire s'il y a un changement réel dans la politique du gouvernement à Berlin. Certes, le fait que la nouvelle ministre des Affaires étrangères, et donc en accord avec le chancelier, se soit empressé de dire là, il n'y a pas les conditions pour avancer avec Nord Stream 2, ces fameux projets gazières. Il y a un levier possible avec le gazoduc. C'est un signal important et pour moi positif, parce que je crois que ce projet est une erreur. Dans lequel, vous pensez que le projet gazoduc entre la Russie et l'Allemagne est une erreur? D'après moi, c'est une erreur. Pourquoi? Il est trop favorable à Poutine? Parce qu'il est très favorable à Poutine, parce qu'il augmente la dépendance énergétique des Européens à Poutine, alors que notre stratégie, c'est celle de diversifier les approvisionnements. Et là, au lieu de diversifier, on se lie encore plus à une source unique. Donc là, sans doute, s'il y avait une évolution, au moins, disons, dans la gestion de ces processus de la part de Berlin, ça serait sans doute une très bonne nouvelle. Alors pour l'instant, Berlin ne l'a pas dit. Non, il ne l'a pas dit. Et d'ailleurs, moi aussi, je ne dis pas qu'ils l'ont dit. Je dis qu'il faut attendre et voir. Sabine Dulin, j'ai lu que Vladimir Poutine avait écrit un article dans lequel il dit « Russie, Ukraine, un même peuple ». Oui, bien sûr. Alors, en même temps, l'Ukraine, c'est un pays de frontière dans lequel il y a, par exemple, la Galicie, qui n'a jamais été russe jusqu'en 1939 et qui était austro-hongroise, donc, puis polonaise. Donc, en fait, oui, pendant le 19e siècle et jusqu'à la Révolution russe, il y avait une partie de l'Ukraine qu'on appelait les petits Russes. Les petits Russes, comme on avait la Biélorussie, les Russes blancs. Donc, c'est vrai que l'Ukraine orientale est très russophone. Maintenant, l'Ukraine, c'est un ensemble de régions très, très diversifiées et on a une partie un peu autrichienne, une partie un peu roumaine. Donc, c'est pas du tout un pays unifié, c'est presque une fédération de différentes régions. Donc, ce n'est pas le même peuple, pardonnez-moi. Vladimir Poutine estime que c'est le même peuple. Oui, mais ça fait partie, si vous voulez, de sa propagande à Poutine. Mais Poutine sait très bien qu'il n'y a pas que des Russes en Ukraine. Il le sait très bien. Et en fait, derrière cela, il y a quand même quelque chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a le problème de la démocratie. C'est-à-dire que quand même, on a eu en Ukraine en 2014 un vrai mouvement démocratique. Et sur le fond, l'envie d'Europe de l'Ukraine, c'est avant tout une envie des libertés telles qu'elles existent en Europe. Et ça, c'est quand même une épine dans le pied pour Poutine, parce que le régime de Poutine, ça fait très longtemps qu'il existe. Il y a des jeunes qui sont nés, qui n'ont jamais vu un autre président de la Russie que Poutine. Et il y a une sorte de, malgré tout, on commence à être un petit peu, à ne plus véritablement considérer que Poutine doit rester comme ça en poste indéfiniment. Donc il y a un petit essoufflement de son pouvoir, et surtout dans des régions comme la Sibérie, comme le Grand Nord, où il y a par exemple des grands partis écologiques qui défendent leur région contre justement le centralisme russe. Donc de ce fait, on a malgré tout, sans vraiment une inquiétude de cette contagion éventuelle d'une envie de liberté chez les Russes, notamment dans les grandes villes. Et l'obsession de la frontière chez Poutine, l'anti-occidentalisme, les gesticulations militaires aux frontières de l'Ukraine, il faut y voir aussi
une volonté d'essayer de stopper une contagion qui pourrait être la contagion quand même démocratique. C'est là où je rejoins quand même vos invités qui insistent malgré tout sur le rôle de l'Europe dans cette affaire. Et moi, ce qui me semble, c'est surtout que l'Europe est souvent pas assez ferme. Pas assez ferme. Aspect-là. Sandro Gauzy, elle n'est pas assez ferme, l'Europe. C'est ce que dit justement. Elle n'a pas été assez ferme, et je crois que là, on fait des pas en avant. Mais la question démocratique dont elle parlait, c'est la raison principale pour laquelle on a donné le prix Sakharov à Alexei Navalny. Parce que finalement, rappelons ce qui s'est passé. Un oppositeur démocratique de Poutine, on a essayé de le tuer. Il est parti, il a quitté la Russie, il a eu le courage de revenir en Russie, et aujourd'hui, avec des raisons totalement infondées, on l'a mis en prison, on l'a torturé. Et évidemment, pourquoi ? Parce qu'il se bat pour des choses que nous prenons pour acquises, nous les Européens. La démocratie, l'état de droit. Et évidemment, c'est une question aussi démocratique. Et ça gêne énormément, parce que la Russie, aujourd'hui, n'est pas un pays démocratique. Aujourd'hui, la Russie, c'est une oligarchie totalitaire qui essaye de tuer ou d'emprisonner ses opposants. Et c'est ça aussi la bataille que les Européens nous devons faire. Et là, le Parlement européen peut jouer un rôle, c'est ce que nous avons fait cette droits semaine. humains versus démocratie libérale ou dictature. Oui, démocratie très illibérale, parce qu'une fois qu'on gagne les élections, on change tout pour garder les pouvoirs. C'est pas vraiment la démocratie qu'on a en tête. Pour reprendre le titre de notre débat, un danger pour l'Europe, Poutine, un danger pour l'Europe, je crois qu'il n'y a un danger que quand l'Europe est faible, que quand l'Europe se soumet aux intérêts américains. Et là, clairement, je pense que l'Europe, en définissant mieux ses objectifs dans l'Est de l'Europe, face à la Russie, pourrait peser davantage. Poutine est fort de nos faiblesses, que l'Europe soit plus forte, et à ce moment-là, nous pourrons tenir tête à Vladimir Poutine. Mais Poutine défend les intérêts de la Russie, l'Amérique défend ses propres intérêts, l'Europe ne sait pas où elle va, et du coup, Vladimir Poutine ne veut parler qu'avec Joe Biden. Il passe sur les Européens. Merkel n'est plus là, Macron ne compte pas, et résultat, on a un dialogue au sommet Poutine-Biden, mais un dialogue dans la confrontation. Et nous comptons les coups, on regarde les balles passer. Bruno Tertre, un mot sur l'Europe, justement. Est-ce que l'Europe devrait être plus forte face à la Russie ? Est-ce qu'effectivement, elle existe suffisamment ? Alors qu'on voit ces sommets entre Biden et Poutine, et manifestement, Poutine ne veut parler qu'à Biden sur cette question de sécurité en Europe. Je crois que l'Europe commence à être un peu plus ferme et plus forte vis-à-vis de la Russie. Ça n'est plus seulement une question qui concerne essentiellement les Polonais, les Baltes et les autres voisins de la Russie. Je crois que de toute façon, l'Europe ne sera jamais un interlocuteur du même niveau que les États-Unis pour la Russie, parce que tout simplement, pour la Russie d'aujourd'hui, la seule manière de conserver son statut d'ex-grande puissance, c'est tout simplement d'avoir ce dialogue direct avec les États-Unis d'égal à égal. Alors bien entendu, nous devons défendre nos propres intérêts en tant qu'Européens, c'est vrai. Je crois qu'on le fait un petit peu mieux qu'on l'a fait par le passé, et c'est notamment grâce, ou plutôt par la faute de Vladimir Poutine, qui unit d'une certaine manière les Européens. Je crois que là-dessus, le plus important, c'est surtout qu'il y ait aussi, peut-être pas une coordination, mais au moins une transparence dans les actions des États-Unis, des Français, des Allemands et des Ukrainiens. Je crois que ça se fait pas trop mal aujourd'hui. Ce que je comprends, par exemple, des discussions qui ont lieu entre les États-Unis d'une part, les Français et les Allemands d'autre part, à propos des efforts du groupe dit Normandie, qui a fait ces fameux accords de Minsk, qui sont la base d'un règlement possible de la situation en Ukraine. Là, la transparence et la communication entre Washington, Paris, Berlin et Kiev n'est plutôt pas mauvaise. Une dernière chose, je crois que finalement, on a parlé de l'OTAN tout à l'heure, la question de l'OTAN a été mentionnée. Je crois que pour la Russie, finalement, le problème, c'est beaucoup plus, au fond, l'Europe que l'OTAN. Parce que ce que craint la Russie, sans doute, et je rejoins totalement ce qui a été dit tout à l'heure par Sabine Dulin, c'est effectivement une Ukraine qui souhaiterait s'amarrer davantage économiquement, politiquement, culturellement à l'Europe plutôt qu'à la Russie. C'est ce choix souverain qui est en train d'être pris, ce tournant qui est en train d'être pris depuis 2014 par l'Ukraine, qui est au fond le plus dangereux pour le Kremlin. Et quelque part, j'oserais même dire que l'appartenance à l'Union européenne, ça serait beaucoup plus problématique et beaucoup plus dangereux du point de vue du Kremlin, du point de vue de Vladimir Poutine, qu'une éventuelle et très hypothétique adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Sandro Gauzy, est-ce que justement l'Ukraine est invitée un jour à appartenir à l'Union européenne ?
Tout État européen a vocation à rejoindre l'Union européenne, tout État européen a vocation à décider son destin au-delà des sphères d'influence et des logiques impériales dans lesquelles Poutine voudrait emprisonner une partie de notre continent. Mais pour faire cela, là je suis d'accord, il faut développer aussi une capacité d'attraction européenne qui passe par la puissance. Et Emmanuel Macron, aujourd'hui, il a finalement commencé à convaincre des partenaires qui étaient très réticents à s'engager sur une question de puissance qui est une puissance aussi militaire. Et finalement, les États baltes aujourd'hui sont beaucoup plus ouverts à entendre le discours du président français sur la question de la puissance militaire et les Américains aussi. Donc je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord sur le fait que... En même temps, on a l'impression que les États baltes ont l'impression que la Pologne, eux, ce qu'ils souhaitent, c'est un OTAN très protecteur contre la Russie. Ils ont compris que dans le nouvel positionnement global des États-Unis, les Européens ont intérêt à se donner des instruments de puissance militaire à eux-mêmes dans une logique. Est-ce qu'ils ne font pas plus confiance à l'OTAN tout de même, la Pologne, les pays baltes je crois que c'est clair. La réponse est dans la question. La réponse est dans les achats d'armement de tous ces pays. Ils vont plutôt vers le matériel américain. Ils vont vers la couverture satellitaire, la couverture missile des Américains. Et par exemple, ils n'achètent quasiment pas français et très peu allemand. C'est significatif. Ils n'ont pas confiance dans l'Europe de la défense parce que cette Europe n'existe pas. En dehors de la France, il n'y a aucune autre puissance militaire en Europe. Alors ça fait sourire les Polonais, les Baltes et les Russes aussi d'une certaine façon. C'est exactement ce qu'ils sont en train d'échanger, c'est exactement les changements qu'on est en train de provoquer. Et je suis persuadé que les Européens, France, Allemagne, Italie, Espagne, peuvent aujourd'hui, finalement, mener à bien un projet de puissance européen, dans lequel, évidemment... Vous citez l'Allemagne également dans le... Vous citez l'Allemagne, parce que l'Allemagne... Oui, je mentionne l'Allemagne parce que je suis sûr que sur ces points, on peut bien travailler, même si on part des positions qui ne sont pas totalement coïncidentes, bien travailler, beaucoup mieux travailler avec ce gouvernement allemand par rapport à la myopie de Merkel et de sa ministre de la Défense. Merkel qu'on a toujours présenté quand même comme une grande européenne. Absolument pas. Non, sur l'Europe de la Défense, s'il y a eu des freins, il venait des Berlin. Et ensuite, on n'a plus beaucoup de temps. Je voudrais qu'on avance dans le débat. Justement, nous devons poser. Mais je suis d'accord. Je partage votre analyse. Mais je crois que le facteur bloquant, Sandro, ce que vous ne voyez pas, c'est que maintenant, on est en train finalement d'arriver à poser sur la table ces questions fondamentales. Le facteur bloquant de la puissance européenne ou de l'Europe puissance, c'est l'OTAN. Les constats sont faits aujourd'hui, bien sûr. Alors, on va avancer dans le débat, pardonnez-moi, parce qu'il nous reste 6 minutes. Je voudrais à nouveau qu'on revienne sur les objectifs de Vladimir Poutine. Il a vu Xi Jinping hier, Vladimir Poutine, virtuellement. Il a affiché, en tout cas, ils ont affiché un front commun face aux Occidentaux, Xi Jinping et Vladimir Poutine. Vladimir Poutine est allé voir aussi les Indiens, Narendra Modi. L'Inde a déjà acheté des S-400 russes. Moscou est le premier fournisseur d'armement de New Delhi. Sabine Dulin, est-ce que Poutine veut reconstruire l'empire? Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu un nouveau tsar? Alors, peut-être pas un nouveau tsar, non, mais il y a la hantise du déclin russe, donc il s'agit de reconstruire une puissance, et surtout, il y a la dimension eurasiatique sur laquelle il joue à plein. Et aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, dans le monde, la puissance qui monte, c'est la Chine, et d'une certaine manière, la Russie s'appuie sur cette Chine dans une sorte de bloc qui est anti-occidental. Et là, il y a une longue durée de la période soviétique, l'anti-occidentalisme, l'anti-impérialisme, qui rejoue à plein dans le fonctionnement actuel de la Russie. Mais je voudrais dire quand même que, pour revenir sur ce qui a été dit avant, moi je ne pense pas du tout que l'Ukraine doit rentrer dans l'Union européenne, parce qu'il ne faut pas quand même nier l'existence de liens absolument historiques très très longs entre la Russie et l'Ukraine. Et le rêve, ce serait bien plus d'avoir une Russie démocratique qui pourrait être partenaire de l'Union européenne et partenaire d'une Ukraine qui serait à la fois... Mais vous pensez, pardonnez-moi, Sabine Dulin, vous pensez que la Russie pourrait devenir une vraie démocratie, a plus de chances de devenir une vraie démocratie que l'Ukraine d'appartenir à l'Union européenne un jour? Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, la lutte contre ce qu'on appelle les agents étrangers en Russie devient un vrai problème. L'association Mémorial, qui est une des grandes associations qui a fait la lumière sur les crimes du stalinisme, est actuellement en procès et risque d'être dissoute en tant qu'agent étranger. Donc là, on est dans effectivement l'utilisation par Poutine de l'idée que toutes ces associations, toutes ces ONG
travaille pour les États-Unis et donc est en train de les interdire. Ça, c'est effectivement très, très dangereux, mais ça va tellement loin qu'on espère quand même, quand on est un chercheur sur la Russie, on espère bien qu'à un moment donné, il va y avoir un coup d'arrêt parce qu'on sait que quand même, les Russes sont un peuple à la fois éduqué, intelligent et qui, à un moment donné, peut considérer, malgré tout son patriotisme, que la liberté, c'est important. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas, par attaquer le peuple russe, parce que le peuple russe, il aime l'Europe. Et il aime l'Europe, mais il aime aussi Vladimir Poutine, me semble-t-il. Il reste, même s'il chute un peu dans les sondages. Il ne faut surtout pas le braquer. Et c'est pour ça que parfois, il y a malgré tout de la gesticulation en Europe. Parce que si on n'est pas prêt à soutenir l'Ukraine jusqu'au bout, ça ne sert à rien de faire des sanctions qui touchent avant tout le peuple russe. Sandro Gossi, vous voulez répondre sur les sanctions, justement? C'est exactement ce que nous avons dit et écrit même cette semaine au Parlement européen. Nous ne sommes pas. Donc vous êtes favorable aux sanctions? Nous ne sommes pas, absolument pas les ennemis du peuple russe. Nous sommes les amis du peuple russe. Il y a une grande amitié. Mais c'est toute l'ambiguïté. Les sanctions atteignent qui? Aujourd'hui, nous sommes des adversaires d'un système oligarchique et totalitaire. Quant à l'Ukraine, à la Géorgie, etc., moi, je ne peux pas accepter que les destins d'un peuple soient décidés par quelqu'un d'autre. L'Ukraine, comme d'autres, sont maîtres de leur destin. Et si un jour veulent aller vers l'Union européenne, ils sont libres de le faire. Et une Russie démocratique aura sans doute, vis-à-vis de ces questions, une attitude bien différente de la Russie de Poutine. Bruno Tertrais, est-ce qu'effectivement Poutine accepterait que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne? Non, pas Poutine. Je ne pense pas, mais de toute façon, ce n'est pas tellement le sujet, puisque même si un jour l'Ukraine, ce que je ne sais pas, et à supposer que ça soit souhaitable, même si un jour l'Ukraine devait rentrer dans l'Union européenne, si elle en manifeste le désir, c'est certainement pas pour demain. Donc je ne sais pas si c'est vrai. Mais mon point consiste à dire que même le rapprochement de l'Ukraine avec l'Union européenne est déjà quelque chose qui pose problème à Vladimir Poutine. On l'a très bien vu en 2014, et je crois que malheureusement, du coup, il y a une espèce de dynamique qui se fait que plus cette opposition au rapprochement de l'Ukraine et l'Europe se fait, plus les Ukrainiens se séparent eux-mêmes de la Russie, qui est un pays avec lequel, effectivement, géographiquement, culturellement, historiquement, ils ont partagé tant de choses. Donc cette séparation, c'est finalement Vladimir Poutine qui la crée sans le vouloir. Juste un mot sur Russie et Chine. C'est pas une alliance militaire entre Russie et Chine, c'est une connivence. Il y a énormément d'intérêts communs, mais je voudrais juste qu'on arrête de dire, comme on entend souvent, que c'est de notre faute. Encore une fois, c'est toujours de notre faute, de toute façon. C'est les Européens, les Occidentaux qui pousseraient la Russie vers la Chine. Non, comme ça a été très bien dit tout à l'heure, non, il y a un aspect eurasiatique dans l'histoire de la Russie, dans la géographie de la Russie et dans les choix politiques de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine veut une Russie qui soit à la fois européenne et asiatique, qui ait un pied en Europe et un pied en Asie en regardant vers la Chine. C'est presque la nature même de la Russie. Alors, ennemi ou partenaire? Quand on écoute les chercheurs russes, on comprend très bien qu'ils ont fait le constat qu'une partie de l'Ukraine ne sera jamais pro-russe ou dans le monde russe. C'est clair. Tout l'ouest de l'Ukraine échappe à la Russie. Une partie de l'Ukraine, l'Est et la Crimée, sont clairement russes, pro-russes, russophones. Donc à Moscou, ils le savent. Là, il ne s'agit pas de conquérir l'Ukraine, il s'agit de la neutraliser, qu'elle ne soit pas à l'OTAN, qu'elle soit le plus tard possible dans l'Union européenne. Mais quand on entend aussi les Russes commenter notre gesticulation politique en Europe, ils disent arrêtez de nous donner des leçons. Ils ne supportent pas qu'on leur donne des leçons de démocratie et que, d'une certaine façon, on veuille appliquer en Russie notre modèle démocratique libéral occidental. Merci beaucoup. En tout cas, la partie de bras fer va continuer pendant un certain temps. Merci beaucoup. Et on pourrait continuer beaucoup là-dessus. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Frédéric Pons, merci à vous. Merci Bruno Tertrais d'avoir été avec nous. Merci à vous Sabine Dulin. Merci à vous tous de nous avoir suivis et restez avec nous sur France 24.